Steve fixait Catherine, son épouse depuis 7 ans, la mâchoire serrée. « Tu n'aurais pas pu m'en parler plus tôt ? C'est terriblement précipité. » Catherine, Cathy pour la plupart, Kat pour lui, riposta. « Est-ce qu'un mois de préavis aurait changé quoi que ce soit ? Tu es toujours à la maison de toute façon. J'ai aussi mes responsabilités, tu sais. » « Des responsabilités ? Ne me fais pas rire. Cette petite passion qui t'occupe. » « Passion ? » Les yeux de Kat lancèrent des éclairs. « Gérer la maison, c'est ton travail. » Steve resta muet, stupéfait. Les mots flottaient entre eux, lourds et amers. Finalement, il se leva de sa chaise. « Eh bien, maintenant je sais où j'en suis. Le majordome avec privilège. Si mon employeur me parlait ainsi, je donnerais ma démission. » Sa voix dégoulinait d'ironie. « J'ai 2 semaines pour y réfléchir pendant que madame sera absente. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une passion à entretenir. » Alors que les pas de Steve s'éloignaient, Kat murmura une imprécation. Cette conversation avait rapidement dégénéré. Elle savait que les revenus de Steve étaient modestes comparés aux siens, mais il avait mis sa carrière en retrait quand la sienne avait commencé à décoller. Il pourrait facilement égaler son salaire s'il le souhaitait. Plus importante encore, il était une bénédiction avec Miranda, sa fille adolescente. Ces deux-là s'étaient entendus dès le premier jour. L'esprit de Kat vagabonda vers son patron, Robert Donjure. Ses attentions et ses compliments l'avaient troublé dernièrement. Robert ne manquait jamais une occasion de dénigrer Steve, répétant sans cesse qu'un « vrai homme » devrait être le soutien de famille. Elle se remémora sa rencontre avec Steve Poulson, de 5 ans son cadet, lors d'une soirée. Il venait de terminer son doctorat en nanotechnologie, avec une spécialisation en design industriel. Ce jeune prodige faisait sensation comme consultant pour de grandes entreprises. Ses inventions ingénieuses, comme un télescope à suivi automatique pour ses amis ornithologues, laissaient entrevoir son potentiel. Après une relation toxique qui l'avait rendu méfiant, Steve avait pris le risque de s'ouvrir à elle. Maintenant, 7 ans plus tard, l'avait-elle pris pour acquis ? Le cœur de Steve avait déjà été meurtri. La trahison de son ex-fiancé l'avait profondément blessé, elle n'avait feint la réconciliation que pour s'approprier ses inventions. Cette femme était même allée jusqu'à engager un avocat spécialisé en divorce, malgré leur statut de célibataire, dans une vaine tentative de revendiquer son travail. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Lors d'une soirée du club d'ornithologie, Steve s'était retrouvé en conversation avec Catherine. Les autres participants bavardaient de sujets aviaires, laissant les 2 outsiders à leur propre compagnie. Steve avait une silhouette élancée, sa forme athlétique sculptée par l'escalade et la course de fond. Ses mains calleuses et ses poignets robustes trahissaient sa passion pour l'escalade de bloc, son niveau approchant celui d'un professionnel. Une chevelure au burn indisciplinée couronnait sa tête, et des vêtements trop amples drapaient sa silhouette. Derrière ses lunettes, des yeux vert brun pétillaient d'intelligence. Bien qu'excellent causeur sur de nombreux sujets, Steve se renfermait dès que la conversation devenait personnelle. Catherine, quant à elle, le considérait initialement comme une énième tentative de rencontre vouée à l'échec. Steve, percevant sa réticence, garda ses distances après les politesses d'usage. En fin de soirée, le transport prévu de Catherine s'évapora. L'hôte, connaissant la sobriété de Steve, sollicita son aide. Bientôt, Catherine se retrouva dans le confortable SUV de Steve, lui confiant son statut de mère célibataire. Sans crier gare, Steve lui proposa « J'ai prévu une sortie sans engagement, visite au zoo, balade au bord du lac. Si votre fille aime les animaux, vous êtes toutes les 2 les bienvenues. » Catherine s'alarma. « Pourquoi inviter des inconnus au zoo ?» La réponse de Steve fut désarmante de sincérité. « Les enfants adorent les zoos, et j'apprécie leur compagnie. Je suppose que vous ne voudriez pas me laisser seule avec votre fille, alors je vous invite toutes les 2. » Catherine réfléchit. Une pause dans la routine du week-end la tentait, et Miranda adorait les animaux. De plus, une trêve dans son travail exigeant d'investissement, dénicher des startups prometteuses pour des géants de l'industrie, semblait paradisiaque. La sortie fut un franc succès. Miranda et Steve s'entendirent immédiatement, âmes sœurs dès le début. Au départ, les visites de Steve se concentraient sur Miranda, mais Catherine se surprit à tomber peu à peu amoureuse de cette âme douce.
3 mois de flirt subtil ne suscitèrent aucune réaction de Steve. Exaspérée, Catherine faillit abandonner. Puis vint une autre journée au lac, où Steve aida patiemment Miranda à surmonter son aquaphobie. En partageant leur repas ce soir-là, Catherine réalisa que sa quête n'avait pas été vaine. Steve émergea de la chambre de Miranda, l'esprit encore rempli du conte fantastique qu'il venait de narrer. Derrière lui, la voix de Catherine le tira de sa rêverie. Il se retourna pour la découvrir là, vision enchanteresse dans la pénombre du couloir. « Ma chambre est de l'autre côté, conteur, susurra-t-elle, les yeux brillants de malice. J'aurais besoin moi aussi de quelques histoires. » Avant que Steve ne puisse réagir, les lèvres de Catherine trouvèrent les siennes, ravivant une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Leurs vêtements glissèrent tandis qu'ils chancelaient vers la chambre, des années de désir contenu trouvant enfin leur libération. Dans l'euphorie qui suivit, Steve s'émerveilla de la façon dont la vie pouvait changer si radicalement. 9 mois plus tard, ils échangeaient leurs vœux devant leurs proches. Mais le paradis, semblait-il, fut éphémère. Steve, voûté sur son bureau, regardait l'horloge qui dépassait minuit. La voix de Catherine flottait depuis l'embrasure, le suppliant de venir se coucher. Il la congédia d'un geste, les yeux rivés sur son travail. Le matin n'apporta aucun répit. À travers la table du petit déjeuner, la tension crépitait comme de l'électricité statique. Toujours contrariée, hasarda Catherine, sa fourchette poussant distraitement la nourriture dans son assiette. La mâchoire de Steve se crispa. Contrarié est un euphémisme. À ton retour, nous devons avoir une discussion sérieuse sur l'avenir de ce mariage. Ton comportement envers Miranda et moi est déplorable, et cela ne fait qu'empirer. Les épaules de Catherine s'affaissèrent. J'ai été sous beaucoup de pression. Pouvons-nous en discuter sur le chemin de l'aéroport ? La digue céda. La voix de Steve s'éleva, laissant échapper des années de frustration. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne suis pas ton chauffeur. As-tu oublié ? Réunion parents-professeurs. Aujourd'hui, 10 heures. C'est noté dans le calendrier depuis des mois. Quand est-ce la dernière fois que tu l'as même regardé ? Ou montré un quelconque intérêt pour la scolarité de ta fille ? Il sortit en trombe, laissant Catherine abasourdie. Durant toutes leurs années ensemble, elle ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid ainsi. Tandis qu'elle attendait son taxi, la honte fit place à l'indignation. Comment osait-il ? N'était-elle pas celle qui gagnait leur vie ? Celle qui rendait possible leur confort matériel ? 2 jours plus tard, Steve se retrouva à nouveau à travailler tard dans la nuit. Un potentiel nouveau contrat se profilait, promettant des années de stabilité. Il avait dîné avec Miranda, respectant leur rituel sacré, avant de retourner à son travail. S'étirant, il aperçut son reflet dans la fenêtre obscurcie. Un sourire désabusé traversa son visage. « Tu te ramollis, mon vieux » murmura-t-il, tapotant son ventre légèrement arrondi. « Le temps te rattrape. » Steve examina son reflet d'un œil critique, notant l'embonpoint qui s'était subrepticement installé. « Il est temps d'arrêter ça net » marmonna-t-il, allumant son ordinateur pour chercher une salle de sport. Ses yeux s'illuminèrent en découvrant un mur d'escalade intérieure avec centre de fitness attenant, parfait pour raviver cette vigueur de jeunesse. Alors qu'il complétait son inscription en ligne, la sonnerie stridente de son téléphone perça le silence. L'identifiant de l'appelant le fit hésiter, Harry du club d'ornithologie, une voix du passé. La curiosité piquée, Steve répondit. « Harry, mon vieil ami. À quoi dois-je ce plaisir ?» L'hésitation d'Harry était palpable. « Steve, il n'y a pas de façon délicate de te dire cela. Je suis au Bird Island Resort et... Eh bien, j'ai vu Catherine. » Un frisson glacial traversa Steve. « Continue, parvint-il à dire, se préparant au pire. » Les mots de Harry se déversèrent, dépeignant un tableau délicat des indiscrétions de Catherine avec plusieurs partenaires, insouciante des téléobjectifs braqués sur eux depuis le sanctuaire d'oiseaux voisins. « Mon Dieu » souffla Steve. « Tu en es certain ? J'ai des preuves photographiques » confirma Harry. « Des vidéos aussi, si nécessaire. Ces appareils sophistiqués ne ratent pas grand-chose. » La gratitude se mêlait au chagrin tandis que Steve encaissait le coup. « Envoie-moi tout, Harry. Je te revaudrai ça. » Les heures suivantes passèrent dans un brouillard de chagrin et de colère tandis que Steve examinait les images accablantes. À l'aube,
Sa résolution était prise. Il entreprit d'ouvrir des comptes offshore et de jeter les bases de sa propre société d'ingénierie, ne se contentant plus d'être passager de sa propre vie. Pendant ce temps, l'escapade tropicale de Catherine avait tourné à l'amertume. Ce qui avait commencé comme une séance stratégique enivrante s'était transformé en une situation regrettable, la laissant désemparée. Elle aspirait à rentrer chez elle, ignorant le jugement qui l'attendait. Steve parcourut ses contacts et trouva ce qu'il cherchait, un cabinet d'avocats pour lequel il avait fait quelques travaux de conception en guise de service rendu à un ami. L'un de leurs avocats était passionné d'ornithologie. Il les appela et prit rendez-vous. Ce même vendredi, alors que Catherine évaluait ses vacances, Steve alla rencontrer Noah Don, le mentor de Miranda, à l'école. Il lui expliqua que Catherine et lui allaient divorcer et que Catherine recevrait les papiers mardi. Il n'eut pas besoin d'expliquer que cela aurait un effet dévastateur sur Miranda. Il souligna également que si Miranda avait besoin de quoi que ce soit, il devrait être contacté et donna son nouveau numéro de téléphone. Le vendredi matin, Steve eut une conversation difficile avec ses beaux-parents. Robert, son beau-père, demanda « Es-tu sûr de ne pas pouvoir surmonter cela ?»« Non, monsieur. Je peux vous montrer des photos et vous en convaincre instantanément. Je ne veux pas le faire. S'il vous plaît, monsieur, j'ai mes raisons. J'amènerai Miranda ce soir pour que je puisse faire mes bagages et qu'elle puisse avoir un dernier week-end paisible avant longtemps. » Martha, sa belle-mère, pleura silencieusement, le serra dans ses bras et dit « S'il te plaît, ne deviens pas un étranger. Tiens-nous au courant. » Steve ne répondit pas, embrassa doucement Martha sur le front et partit. Le vendredi soir, Catherine dit à l'homme d'arrêter. Elle ne voulait plus continuer. Elle souffrait et désirait purifier son esprit de cette souillure avant de retrouver son mari. Elle devait surmonter plusieurs épreuves à la maison. Elle pensait avoir une tâche immense pour apaiser son mari et le convaincre de son amour. Son patron, Robert Juet, tenta de la persuader à nouveau, ne voyant pas où était le problème. Catherine lui promit que s'il essayait, il rentrerait chez lui privé de ce qui lui était le plus cher. Alors que Catherine somnolait durant son vol du dimanche soir au lundi matin, une petite voix commença à la tourmenter, devenant de plus en plus insistante. Soudain, elle se redressa. L'ampleur de ses actes des 14 derniers jours la frappa de plein fouet. L'aube se levait quand la culpabilité faillit la submerger. Sa seule consolation était que Steve ne découvrirait jamais rien, et elle décida de se racheter auprès de lui pour le reste de sa vie. Épuisée et affamée, Catherine était assise à l'arrière d'un taxi en direction de chez elle. Elle ne désirait qu'un bain, du sommeil et être prête à retrouver son mari quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Catherine Brandt à l'appareil. Ici Robert Dawn, secrétaire de direction. On vous attend au bureau à 11 h. Je suis encore en vacances. Je suis exténué. Si vous tenez à votre poste, vous seriez avisé de venir. Bonne journée. Catherine soupira profondément. Elle n'avait maintenant que le temps de se doucher et d'aller au bureau. À 11 h, elle entra dans la salle de conférence. Outre son patron, il y avait deux autres personnes revenues de vacances, une femme et un homme plus âgé qu'elle ne reconnaissait pas. Son patron semblait malade et tremblait chaque fois que l'homme plus âgé le regardait. Ce dernier commença sans préambule. Vendredi dernier, j'ai reçu une visite avec des nouvelles extrêmement troublantes. En conséquence, mon fils a été relevé de ses fonctions dans cette entreprise. Maintenant, vous trois, expliquez-moi quel était le but de ces vacances sur Bird Island. En entendant ces mots, il lui fallut tout son contrôle pour garder son sang-froid. Sa collègue féminine tenta d'expliquer. Nous développions une nouvelle stratégie d'acquisition. Monsieur Dawn renifla avec mépris. Pour une stratégie, 2 semaines entières, il devait y avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais vous devez me prendre pour un imbécile. Pas moi. Cette personne m'a rappelé les protocoles et règles de cette entreprise. Ce sont les règles que vous avez signées et acceptées quand vous avez tous les trois signé votre nouveau contrat il y a 4 mois. Cet homme n'était pas stupide. Il est entré ici avec un avocat et a conservé cette entreprise, il n'y avait donc rien que je puisse faire à part régler l'affaire. Laissez-moi vous éclairer sur ce point. Mt. Dawn regarda les visages maintenant très pâles de Catherine et de ses 2 autres collègues. Il attendit que le message leur parvienne. Puis il poursuivit impitoyablement. Tout d'abord,
Vos conjoints recevront aujourd'hui par courrier toutes les preuves de votre soirée intime. S'ils décident de divorcer, je devrai payer leur avocat. Et bon sang, il en a trouvé un des meilleurs. Deuxièmement, je ne suis pas autorisé à vous licencier, à l'exception de cet incapable qui se dit mon fils. Et je ne peux pas non plus vous laisser rompre le contrat et partir. Donc vous m'appartenez à vie. Désormais vos carrières sont arrêtées. Toute prime, s'il y en a, servira à couvrir les frais d'avocat. Il y a d'autres choses, mais elles ne vous concernent pas. Si vous avez des questions, posez-les à mon avocate qui est assise là. Il désigna la femme inconnue. S'il n'y a pas de questions, disparaissez de ma vue. Monsieur Don S.R. quitta la pièce. Catherine bondit de sa chaise et courut presque jusqu'à sa voiture. Elle devait être chez elle avant l'arrivée du courrier pour l'intercepter. Elle n'avait jamais été aussi rapide. Son trajet de retour frôlait à peine les limitations de vitesse en ville. Catherine ouvrit la porte et cria « Chérie ». Elle cria à nouveau, plus fort cette fois, « Steve ». Toujours pas de réponse. Elle prit une profonde inspiration et expira de soulagement. Dieu merci, il n'est pas encore rentré. Elle dit à voix haute et pensa « Maintenant je peux dormir un peu avant l'arrivée du courrier ». Elle s'allongea sur le canapé et, en raison d'une fatigue extrême, s'endormit. Elle fut réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était sa mère. « Catherine, vas-tu chercher Miranda à l'école ou veux-tu que nous le fassions ?»« Maman, pourquoi demandes-tu ça ?»« Bien sûr, Steve. Il le fait toujours. »« Ma chérie, je ne pense pas que cela se reproduira. Nous allons prendre Miranda. Tu es déjà trop en retard. Laisse-la rester une nuit de plus. » Pendant ce temps, Steve avait une conversation difficile et émouvante avec Miranda. La tutrice de Miranda, mademoiselle Noadon, était également présente pour la soutenir. Il décida d'être honnête sur ce qui s'était passé sans trop de détails. Il commença sans préambule. « Miranda, je vais divorcer de ta mère. » Miranda avait les larmes aux yeux, mais elle n'avait pas l'air très surprise. Elle répondit « Parce qu'elle te traite mal depuis quelques mois. »« Non, tout est bien pire. Elle m'a trompé. J'étais prêt à discuter de l'attitude qu'elle montrait envers nous. Oui, elle te traitait mal aussi. Et tu es sa fille. Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Miranda, les yeux embués de larmes. « Avant tout, je veillerai toujours sur toi. Mademoiselle donne à mon nouveau numéro de téléphone. Je ne te le donnerai pas car je suis certain que Catherine essaiera de te faire pression pour l'obtenir. Garde à l'esprit que j'écouterai les messages vocaux sur mon ancien numéro chaque soir, mais je ne répondrai jamais aux appels. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne sais pas. Catherine recevra les documents demain matin au travail. J'ignore comment elle réagira, mais il est possible qu'elle tente de nous empêcher de nous voir uniquement pour me contrarier. Ce week-end, j'ai quitté la maison. Je vis à proximité et j'ai déjà une importante commande. Donc financièrement, je m'en sortirai bien, tout comme ta mère. Je m'en suis également assuré. Miranda était inconsolable et ils restèrent longtemps assis ensemble. Steve finit par partir, ne remarquant pas les regards que lui lançait Noadon. Elle dit à Miranda, « C'est une personne extraordinaire. Il prendra soin de toi, que ta mère le veuille ou non. » Pensant, « Quel dommage que ce soit un homme et non une femme, mais je vais mettre mon frère en pièces, ce salaud, ignorant que son père l'avait déjà fait, bien que pour des raisons différentes. » Steve se rendit dans sa nouvelle demeure. C'était une maison avec un atelier attenant. Elle était trop grande pour lui seul, mais cela faisait partie de l'arrangement que Steve avait conclu avec Robert Dawn. La maison et le terrain étaient excédentaires suite à l'acquisition de l'entreprise Dawn. Cela leur avait coûté peu. Un règlement financier aurait été très onéreux, et la maison correspondait exactement au goût de Steve. Cette maison et le contrat écrit stipulant que sa nouvelle entreprise ne serait jamais rachetée. La demeure plutôt isolée nécessitait quelques rénovations et améliorations. L'intérieur était très simple, mais convenait pour le moment. La maison comportait 5 pièces, dont 3 chambres. Une chambre disposait d'une salle de bain. Au rez-de-chaussée se trouvait un salon et une pièce plus petite qu'il pourrait utiliser comme salle de sport, une grande cuisine et une salle de bain avec douche. À l'étage, il y avait 3 chambres. La maison était orientée est-ouest avec une véranda, un petit balcon côté est et un grand côté ouest. Le grand atelier contenait un espace de vie autonome avec une pièce,
une petite cuisine et une salle de bain. Tout cela était situé sur un grand terrain boisé. Catherine était assise dans le salon, regardant son téléphone avec incrédulité. Elle était complètement déconcertée par la rapidité avec laquelle Steve avait réagi. Elle ne réalisait toujours pas que c'était Steve, avec l'aide d'un ami, qui l'avait surprise dans sa liaison. Elle appuya sur la touche de numérotation rapide pour le numéro de Steve. L'appel fut directement dirigé vers la messagerie vocale. Agacée, elle s'écria presque « Steve, je t'en prie, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Je sais que je t'ai traité de façon ignoble. Tu dois me donner une chance de me racheter. Rappelle-moi. » Steve ne regarda pas son téléphone ce soir-là. Il alla se coucher. Catherine aussi se mit au lit, mais pas avant d'avoir rempli la messagerie vocale de Steve de supplication pour qu'il la rappelle. Tous deux eurent du mal à trouver le sommeil. Steve parce qu'il était encore furieux et profondément bouleversé. Catherine était simplement terrifiée. Robert S.R. lui avait dit, ainsi qu'à ses collègues, que des preuves arriveraient par courrier, mais sa boîte aux lettres restait désespérément vide. Après une nuit agitée, l'heure était venue d'aller travailler. Elle se leva et prit une nouvelle douche, mais se sentait toujours souillée. Elle vérifia son téléphone. Aucun message de son mari. Elle se sentait affreusement mal en quittant la maison. Catherine pensait qu'il était imprudent de conduire dans cet état, mais elle prit quand même la route vers le bureau. Son trajet se déroula sans incident. Les embouteillages faisaient partie de son quotidien. À son arrivée au bureau, son assistante lui annonça qu'une personne l'attendait. Le cœur de Catherine fit un bond. Elle pensa « visiteur, Steve » et entra. Elle trouva une femme qui l'attendait. « Êtes-vous Catherine Brandt ?» Catherine acquiesça. La femme lui tendit une enveloppe et lui demanda de signer. Catherine n'eut d'autre choix que de s'exécuter. La femme déclara alors « Désolé, vous venez de recevoir des documents » et s'en alla. Les jambes de Catherine se dérobèrent sous elle et elle s'effondra dans un fauteuil. Lorsque son assistante vint voir si elle avait besoin de quelque chose, elle découvrit une femme désemparée fixant anxieusement une simple enveloppe brune. Elle avait entendu les rumeurs, mais n'avait jamais imaginé en voir les conséquences. « Je crois savoir ce que contient cette enveloppe, mais j'ai peur de l'ouvrir. Pourriez-vous l'ouvrir et me dire ?» L'assistante de Catherine ouvrit l'enveloppe et regarda à l'intérieur. Rougissante, elle dit « Je ne pense pas vouloir voir le reste du contenu, et je ne pense pas que vous souhaitiez que je le voie non plus. Un coup d'œil était déjà de trop. Vous pouvez compter sur ma discrétion. » Et elle remit l'enveloppe avant de sortir précipitamment. Catherine sortit le contenu et eut le souffle coupé. La brochure de Bird Island était là. Elle vantait que c'était le meilleur endroit du pays pour l'observation des oiseaux. Il y avait une photo d'un ornithologue amateur avec un appareil photo muni d'un immense téléobjectif. Quelques clichés étaient joints à la brochure. Les photographies ne laissaient que peu de place à l'imagination. Les magazines pour adultes auraient payé une fortune pour ces clichés, et elles figuraient dans tous. Finalement, elle comprit. L'un des amis de Steve les avait réalisés et l'avait informé. Il était au courant depuis le début et ne l'avait pas quitté simplement à cause de son attitude. Maintenant, elle réalisait qu'elle avait définitivement perdu son époux, sans la moindre chance de réconciliation. En fin de journée, Catherine se rendit chez ses parents pour chercher Miranda. Elle se sentait terriblement mal. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant. Aurait-elle pu embellir l'histoire ? Quand elle ouvrit la porte, il fut immédiatement clair que l'embellissement n'était pas envisageable. Son père l'emmena au salon en demandant « À quoi pensais-tu ? Tu es folle. Négliger et rejeter cette personne. Comment as-tu pu ? Et Miranda ? Qui prendra soin d'elle ?» Dans le salon, Miranda regarda Catherine avec fureur dans les yeux et s'écria « Eh bien, merci, mère. Des années de négligence, des mois de paroles blessantes et d'abus verbal, et maintenant ça. Tu dois vraiment nous détester. » Catherine ne savait que dire. Mais Miranda n'avait pas terminé. « Tu vas divorcer, et tu peux être certaine que je demanderai au juge de vivre avec Steve. Après tout, c'est lui qui m'a élevée et s'est occupé de moi ces 5 dernières années pendant que tu étais une mère absente. » La mère de Catherine vint à son secours. « Miranda, arrête. C'est déjà assez difficile pour ta mère. Tu n'as pas besoin d'en rajouter.
Nous ferions mieux de commencer à planifier comment gérer cette situation car Steve n'est plus là pour s'occuper de toi maintenant. 1 an et demi après Bird Island, les sons mystérieux des causes de Pink Floyd résonnaient dans le lieu de travail de Steve. Metal était l'un de ses albums préférés. Steve se concentrait sur la conception d'un robot pour nettoyer les aquariums. Mais pas seulement le fond et les parois en verre, le robot devait pouvoir nettoyer tout ce qui était inorganique dans le bassin. Steve se redressa et fit quelques exercices pour s'éclaircir l'esprit. Il les avait appris lors de ses séances chez un psychologue. La trahison et le divorce qui s'ensuivit l'avaient durement affecté. Quand le tribunal refusa à Steve le contact avec Miranda, et qu'il fut incapable de prendre soin d'elle comme promis, son esprit s'enferma dans un donjon et jeta la clé. Il fallut des mois et l'aide d'un bon ami pour revenir à la normale. Le divorce en lui-même n'était pas un problème. Catherine ne résista pas et proposa elle-même de payer une pension alimentaire pendant 5 ans car la carrière de Steve avait été mise de côté au profit de la sienne. Steve essaya de refuser, mais Catherine n'en démordait pas. Elle s'en voulait et acceptait les conséquences, lui confiant cela en larmes lors de leur dernière conversation. Steve accepta l'argent à contre-cœur et le plaça dans un fonds de fiducie pour Miranda. Il n'en avait pas besoin. Alors que Steve tentait de faire le vide dans son esprit pour trouver l'inspiration créatrice, son téléphone sonna. Poulsen écoute. Il entendit une voix hésitante mais familière à l'autre bout. « Steve, ne raccroche pas s'il te plaît. »« Martha » s'exclama-t-il surpris. « Bien sûr que non. Comment vas-tu? Comment as-tu eu ce numéro ?» Par l'ancienne mentor de Miranda. « Tu lui avais dit que si Miranda avait besoin d'aide, tu serais disponible. Elle a été promue et est maintenant directrice adjointe. » Martha fit une pause avant de poursuivre. « Elle a vraiment besoin de ton aide, même si elle ne l'admettra pas. Je serai là. Dis-moi juste quoi faire. On ne peut pas en parler au téléphone. Pourrais-tu nous rencontrer quelque part? Avec nous, il y a Robert, moi et Catherine. » Steve comprit qu'il avait fallu tout le courage de Martha pour l'appeler et se retourner contre Catherine. Il dit doucement, « Marthe, je rencontrerai le diable en personne si cela peut aider Miranda. Tu le sais. Et Kat ne mérite guère une telle description. Pourquoi ne venez-vous pas chez moi? Je suis coincé avec mon travail. » Quoi? Venir chez toi? C'est vrai? D'accord. Quelle est l'adresse? Bégaya Martha, soulagée. Steve lui donna son adresse. À ce stade, il avait déjà rénové et meublé le rez-de-chaussée, une chambre et les salles de bain, donc tout paraissait plus ou moins convenable. Une grande partie de son mobilier provenait d'un magasin qui vendait des meubles d'exposition. La seule chose pour laquelle il n'avait pas lésiné était un centre multimédia haut de gamme et son propre lit. Il avait rénové lui-même les salles de bain. Celle du rez-de-chaussée était maintenant directement accessible depuis la pièce que Steve avait transformée en salle de sport. La salle de bain à l'étage avait été entièrement refaite. Steve y avait ajouté une grande douche à l'italienne en lieu et place d'une baignoire à remous désuète et installé une baignoire. Il préférait toujours la douche au bain. Ce n'était que lorsqu'il était extrêmement fatigué ou stressé qu'il aimait prendre un bain. 45 minutes plus tard, la sonnette retentit. Steve ouvrit la porte et vit 3 personnes très nerveuses. « Entrez, je ne mords pas. » Et il les conduisit dans le salon. Ils regardèrent autour d'eux dans la grande pièce tandis que Steve observait Catherine. Elle semblait épuisée, des cernes noires sous ses yeux ternes. Ses épaules s'affaissèrent tandis qu'elle regardait Steve et dit « Tu as l'air en forme, tu vas bien? Physiquement, je vais bien. Mentalement, pas très bien. J'ai besoin d'un consultant pour m'aider à avancer. » Catherine versa des larmes et murmura presque pour elle-même « Et tout est de ma faute. » Steve décida d'ignorer sa remarque et demanda s'ils souhaitaient boire quelque chose avant de commencer. Ils refusèrent. « Alors dites-moi quel est le problème. » Catherine essaya de répondre, mais se mit plutôt à sangloter. Ses parents n'avaient pas meilleure mine. La seule chose que Steve put faire fut de s'accroupir devant Catherine, de la serrer dans ses bras et de la bercer doucement. « Je suis là. Est-ce si grave? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? » Catherine gémit. « J'avais peur que tu me détestes trop. » Steve répondit, surpris. « Te détester? Je ne te déteste pas. Je t'aime toujours, mais je ne peux pas vivre avec l'idée que si un autre homme arrive et commence à te courtiser, tu me traiteras comme un moins que rien et succomberas à nouveau à ses avances. »
Cela provoqua une nouvelle crise de larmes. Steve se tourna vers ses anciens beaux-parents. « Dites-moi, que se passe-t-il? Vous avez dit que cela concernait Miranda. » Miranda est devenue totalement incontrôlable. Elle blâme sa mère pour tout. Elle réussit si mal à l'école qu'elle ne sera probablement pas admise l'année prochaine et maintenant elle a disparu. Quel rapport avec moi? Je ne suis toujours pas son père. Martha répondit, « Nous pouvons faire de toi le tuteur officiel de Miranda. Nous avons déjà fait préparer les documents par un avocat. Tu n'as qu'à les signer et nous pourrons aller voir le juge pour les officialiser. Vous sembliez plutôt confiant que j'accepterais. Non, 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 absolument pas. Mais si tu acceptes, nous voulions organiser cela le plus rapidement possible. C'est vraiment très urgent. » Sans hésitation, Steve accepta et promit de contacter Miranda dès qu'il pourrait la retrouver. Miranda était assise sur un canapé défraîchi, une cigarette à la main et un briquet dans l'autre. Un homme était assis dans un fauteuil face au canapé et la regardait intensément. Soudain, la porte s'ouvrit et 2 hommes entrèrent. Un homme mince accompagné d'un autre. Le second homme, l'ami de Steve, était instructeur de Krav Maga. Steve regarda autour de lui puis Miranda. Il dit doucement, « C'est décevant. Je pensais t'avoir mieux éduqué. Comment vas-tu, ma grande ?» Miranda leva les yeux. L'air un peu ivre, elle s'écria joyeusement, « Steve, que fais-tu ici? Je suis venu te sortir d'ici et je vois que j'arrive juste à temps. » L'homme dans le fauteuil, comme sorti de nulle part, sortit un long couteau, bondit de son siège et grogna, « Elle ne va nulle part. » C'est tout ce qu'il put faire avant que l'ami de Steve ne le repousse dans son fauteuil d'un coup de pied. Il abandonna et resta assis immobile, regardant d'un air las son ami Steve. Steve s'accroupit devant Miranda, lui arracha la cigarette de la main et demanda, « C'est lui qui t'a donné ça ?» Miranda acquiesça. Steve appela la police et expliqua ce qu'il avait trouvé en entrant. Il regarda Miranda et demanda, « Veux-tu que je sois ton tuteur ?» Miranda parut surprise. « Tu reviendras? » « Non, ta mère et moi c'est terminé, mais elle est folle d'inquiétude pour toi. Je serai de nouveau présent dans ta vie et tu pourras rester chez moi quand nécessaire. En tant que tuteur, je suis partiellement responsable de toi et je suis autorisé à t'accompagner. » La police arriva et arrêta l'homme protestataire. L'un d'eux dit à Steve, « Nous aurons besoin de votre témoignage demain, monsieur. » Steve acquiesça qu'il avait compris, se tourna vers la jeune fille et demanda, « Il ne t'a pas touché, n'est-ce pas? » « Non, » répondit Miranda. « Bien, » dit Steve, soulagé. « Miranda, as-tu besoin de temps pour réfléchir? » « Non, bien sûr que je veux que tu sois mon tuteur. Je peux t'appeler papa parfois? D'où vient cette idée? » Steve réfléchit un moment et dit, « Oui, tu peux, mais seulement quand nous sommes seuls ou quand tu trouves que je suis trop strict. On y va? » 1 heure plus tard, Steve ouvrit la porte d'entrée et fit entrer Miranda dans sa maison. Elle regarda autour d'elle avec émerveillement. « C'est immense !» s'exclama-t-elle. Steve répondit, « Va explorer. Je vais appeler ta mère pour lui dire que je t'ai trouvé. Seul mon bureau est inaccessible. » Compris? Miranda parut surprise et demanda doucement, « Que vas-tu lui dire? » « Que je t'ai trouvé. Rien de plus. Mais s'il y a une prochaine fois, je devrais tout dire à ta mère. Demain, nous parlerons sérieusement des attentes. Maintenant, explore et trouve-toi une chambre que nous pourrons transformer en ta chambre. » La conversation téléphonique avec Catherine fut brève. Elle pleura de soulagement et ne put dire que quelques mots de remerciement. Après la fin de la conversation, Steve partit à la recherche de sa pupille. Il la trouva. Elle dormait sur son lit avec un léger sourire aux lèvres. Steve la couvrit d'une couverture et descendit à la cuisine. À son réveil, elle aura besoin de boire beaucoup et de manger normalement. Miranda se réveilla avec la bouche sèche et un mal de tête lancinant. Elle paniqua en ne reconnaissant pas son environnement et ne bougea pas jusqu'à ce que Steve passe la tête par la porte pour vérifier comment elle allait. « Bonjour, Sonia. Peux-tu descendre? Le détective et l'infirmière veulent te voir car ils ont besoin de prélèvements sanguins. Tu peux gérer ça? » Miranda gloussa en essayant de s'asseoir. Elle était étourdie et se sentait terrible. Steve l'aida à descendre. Le détective les rencontra et expliqua. « Avez-vous consommé de l'alcool? » Miranda croassa. « Non, juste un verre de thé glacé. » Un verre, pas une canette qu'il fallait ouvrir.
Dites-moi, qu'est-ce que tout cela signifie? Et après l'avoir bu, avez-vous ressenti quelque chose? Oui, je me suis senti étrange et très détendu. Ils ont altéré votre boisson, mademoiselle. Nous avons besoin d'échantillons sanguins. Il est connu que l'homme avec qui vous étiez contraignait de jeunes filles à la traite des personnes. Votre beau-père est arrivé juste à temps. Je suppose que vous avez mal à la tête en ce moment. Miranda acquiesça. L'infirmière préleva les échantillons et elle et le détective partirent après le témoignage de Miranda. Le lendemain, Steve accompagna sa pupille à l'école. Il souhaitait s'entretenir avec sa tutrice. Miranda n'appréciait guère cette idée. Après le divorce, elle avait réussi à manipuler sa mère pour qu'elle accepte presque tout. Elle savait pertinemment qu'elle ne devait même pas essayer cela avec Steve. Dans la voiture, elle lui dit « J'ai une nouvelle tutrice. Tu sais, je ne l'aime pas beaucoup. Ta mère m'en a parlé. Il me semble approprié de me présenter, même si ce n'est pas encore officiel que je devienne ton tuteur légal. Quand ta mère et moi avons divorcé, le tribunal m'a interdit d'intervenir. » Le reste du trajet se déroula en silence. Miranda conduisit Steve jusqu'au bureau de sa tutrice et frappa. « Entrez !» La voix était étouffée derrière la porte. Steve ouvrit la porte et observa la femme au bureau. Rachel Garland le regarda droit dans les yeux. À 35 ans, c'était une femme élancée aux cheveux auburn coupés courts, aux yeux vert foncé et aux taches de rousseur sur son visage ovale. Sa peau était d'une pâleur diaphane, comme c'est souvent le cas chez les personnes rousses. Elle avait une petite poitrine proportionnée à sa silhouette et une taille fine. Elle se tenait droite dans son fauteuil à haut dossier. Elle examina Steve et dit enfin « Miranda, encore une fois tu as manqué les cours malgré mes avertissements. Qu'as-tu à dire? Et qui est cet homme ?» Steve s'avança, tendit la main et dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Steve Poulson. Je deviendrai bientôt le tuteur légal de Miranda. C'est pourquoi je suis venu me présenter. » Rachel Garland était issue d'une famille très fortunée. Son père Robert avait fait fortune dans le commerce de matières premières pour l'industrie sidérurgique. Il s'était marié tardivement à une femme beaucoup plus jeune. Ce fut un mariage malheureux, non par manque d'amour. Elle souffrait de dépression profonde. Elle lui donna 2 enfants avant de mettre fin à ses jours, laissant derrière elle tristesse et chagrin. Les enfants furent élevés par sa sœur puis dans des pensionnats. Le père ne pouvait pas faire face à la perte de son épouse, à l'éducation des enfants et à la direction d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Sa sœur s'occupait des enfants mais était dépourvue d'affection pour eux. Elle appréciait simplement de mener une vie de femme fortunée et s'y croyait légitimement destinée. La seule chose qu'elle inculqua aux 2 enfants fut le mépris envers les gens qui travaillaient de leurs mains, un sentiment renforcé par les pensionnats qu'elle choisit pour son neveu et sa nièce. Lorsque Rachel serra la main de Steve, elle sentit les callosités et remarqua les extrémités en forme de pelle de ses doigts. Classe ouvrière, pensa-t-elle avec dédain. Elle manqua complètement de remarquer que les yeux de Steve brillaient d'intelligence et ne laissaient rien échapper. Il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner, alors elle décida de remettre cet homme à sa place. Rachel répondit sèchement. « Dans ce cas, nous avons beaucoup à discuter. Je vous suggère de prendre rendez-vous une fois que tout sera officiel. D'ici là, je vous conseille de vous tenir éloigné de l'établissement. » Rachel ne laissa pas le temps à ses paroles de faire effet et se tourna vers Miranda sans lui accorder un second regard. « Jeune fille, c'est la dernière fois que nous en discutons. La prochaine fois, ce sera la suspension ou l'expulsion. » Steve reconnut là un congédiement sans appel, fit demi-tour et partit sans dire un mot. Rachel soupira intérieurement de soulagement, pensant qu'il avait compris le message. « Bon, un problème de moins. C'est gérable. » Après une courte pause, elle demanda à Miranda « Qui était-ce » Miranda, quelque peu offensée par la façon dont mademoiselle Garland avait traité Steve, répondit sèchement « C'est l'ex-mari de ma mère. Il va s'occuper de moi. » Rachel était un peu confuse. « Donc c'est votre père ?»« Non, mais j'aurais vraiment aimé qu'il le soit. » « Savez-vous pourquoi ils ont divorcé ? » ?»« Oui, et je ne veux pas en parler. Si vous voulez savoir, demandez à ma mère. » Rachel fut choquée par le ton venimeux avec lequel Miranda répondit à ses questions. Elle décida d'en rester là pour le moment. 2 semaines plus tard, Steve, désormais tuteur officiel de Miranda, se retrouvait à nouveau assis face à Rachel dans son bureau.
Rachel commença. Maintenant que vous êtes ici à titre officiel, nous ferions mieux de faire connaissance. Pouvez-vous me parler de vous? Steve n'aimait pas qu'on s'immisce dans sa vie privée. Il lui parla de son travail, bien qu'il en minimisât l'importance. Il omit de mentionner son éducation. Il disait qu'il courait des semi-marathons sans mentionner ses expéditions d'escalade à la Cité des Roches dans la forêt nationale de l'Idaho ni ses vacances prévues à Fontainebleau près de Paris. Il avait déjà repéré les rochers qu'il voulait conquérir sur le site web de Fontainebleau et ne tenait plus en place. Rachel commença à détester cet homme. Il semblait parler ouvertement de lui-même, mais elle ne savait toujours que très peu de choses à son sujet. Comment était-il devenu le tuteur de Miranda? Se demanda-t-elle. Elle devait admettre que les résultats de Miranda commençaient déjà à s'améliorer, tout comme son attitude à l'école. Rachel décida de tenter sa chance et demanda: « Vous avez divorcé de sa mère, n'est-ce pas, et vous n'êtes pas le père de Miranda ?» Steve pensa: « Voilà, c'est ça. Elle s'aventure dans les questions personnelles par curiosité car elle ne peut pas me cerner. » Il répondit: « C'est exact. » Rachel attendit, espérant que Steve commencerait à s'expliquer. Elle savait que les gens étaient mal à l'aise avec le silence dans une conversation et révéleraient presque automatiquement plus qu'ils ne le souhaitaient pour combler le vide. Mais pas cet homme, à sa grande déception. Maintenant, elle devait poursuivre et reconsidérer son opinion sur lui. Il était bien plus intelligent qu'il n'y paraissait. Elle demanda presque sur un ton exigeant: « Pouvez-vous me parler du divorce? Quelle en était la raison? » Steve fut déconcerté par cette approche directe et commença à s'irriter. Il rendit son agacement manifeste dans sa réponse: « Je le peux, mais je ne le ferai pas. Vous devrez demander à la mère de Miranda. Je pense qu'il suffit de dire qu'il y a eu un incident conjugal qui ne pouvait être surmonté. » Ah oui, pensa Rachel, vous avez trompé votre femme. Vous êtes un misérable et vous n'avez même pas le courage de l'admettre ouvertement. Lâche. Après quelques secondes, elle dit: « Je pense que nous avons terminé. Merci de votre temps. » Steve se dirigea vers la porte, se retourna et dit avec mépris: « Ce n'était pas une présentation. C'était un interrogatoire et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela. Mais notez bien que si je soupçonne ne serait-ce qu'un instant que vous maltraitez Miranda, je vous rendrai la vie difficile. » La mâchoire de Rachel tomba tandis qu'elle regardait la porte se fermer. Cette remarque finale la rendit méfiante. Cet homme ne se souciait pas vraiment de la façon dont elle le traitait, mais il se préoccupait beaucoup de la façon dont elle traitait sa pupille. Il montrait qu'il était très protecteur envers la jeune fille. Elle ne l'aimait peut-être pas, mais elle devrait faire attention à la façon dont elle traitait Miranda. Au fil du temps, Rachel remarqua que les notes de plusieurs élèves s'amélioraient considérablement, y compris celles de Miranda. Cela lui convenait car sa première rencontre avec le tuteur de Miranda était encore fraîche dans son esprit. Elle avait eu d'autres conversations avec M. Powers-Poulsen, comme elle continuait à l'appeler, et durant celle-ci il restait invariablement formel. Elle regardait maintenant par la fenêtre de la classe et remarqua la voiture du tuteur de Miranda. Miranda et 5 autres élèves étaient assis dans un grand SUV, riant et plaisantant. Elle fut surprise que l'homme qui se montrait si froid envers certaines personnes ait 6 enfants riant dans sa voiture. Quelques jours plus tard, Noah Donne frappa et entra dans le bureau de Rachel. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle. « Certainement, » répondit Rachel avec surprise, pensant: « Mais pourquoi ici et pas dans votre bureau? Cette idiote va-t-elle se plaindre de moi ?» Noah prit une profonde inspiration et commença: « J'ai reçu une requête de certains de vos élèves. Ils souhaitent partir camper avec le beau-père de Miranda Brandt. Il leur a dit qu'il n'irait que s'il avait la permission des parents et un accompagnateur de l'école. » Rachel fut choquée et le montra. « Quoi? L'homme qui a campé avec 6 enfants de cette école? Est-ce raisonnable? Ce n'est pas exactement un modèle à suivre, n'est-ce pas? » Ce fut au tour de Noah d'être choqué. « Que voulez-vous dire exactement ?» Rachel ne remarqua pas la soudaine froideur dans la voix de sa supérieure et poursuivit: « Eh bien, il est divorcé pour cause d'infidélité. Il monte Miranda contre sa mère et l'oblige à dormir chez lui. Quelles sont ses intentions? » Stop. Noah parla d'une voix douce mais très contrôlée et autoritaire, et continua: « Vous ne pourriez être plus éloigné de la vérité que vous ne l'êtes maintenant. Je suppose que M. Bissopulson ne vous a jamais dit pourquoi lui et Madame Brandt ont divorcé, n'est-ce pas?
Rachel réalisa immédiatement qu'elle avait dépassé les bornes et qu'elle allait être sévèrement réprimandée, mais elle se contenta d'acquiescer. « Laissez-moi vous éclairer, mais si j'entends que quelque chose de ce que je vais vous dire circule, je rendrai votre vie très désagréable. Comprenez-vous » Rachel voulut hocher la tête à nouveau, mais la voix de Noah vacilla. « Oui ou non ?»« Oui, Madame Don, » dit-elle d'une voix basse et comprit soudainement pourquoi Noah Don devait devenir la prochaine directrice de cette école. « Bien, venez avec moi. Je ne veux pas être dérangée. » De retour dans le bureau de Noah, elle fit signe à Rachel de s'asseoir et demanda « Vous êtes-vous déjà donné la peine de lire le dossier de Miranda Brandt ?» Surprise par la question, Rachel répondit « Oui, bien sûr, vous n'avez même pas besoin de demander. Alors avez-vous remarqué que jusqu'à ces 2 dernières années, toutes les activités scolaires de Miranda se déroulaient en compagnie de M. Poulson et non de sa mère ? Ah non, je ne l'avais pas remarqué. Je m'en doutais. M. Poulson était celui qui a élevé cet enfant, qui était son soutien et son pilier. Après le divorce et la décision obstinée du juge contre Steve, M. Poulson comme tuteur de la jeune fille, son monde s'est effondré. Mais il a trompé sa femme, est-ce logique ? Pour l'amour du ciel, qui diable vous a fait croire que M. Poulson avait été infidèle ? Quand je lui ai demandé la raison de leur divorce, il a simplement évoqué un incident conjugal sans plus de détails. Alors j'ai supposé, bégaya Rachel. Vous aviez tort, et ce ne sont pas vos affaires. Je sais de première main pourquoi M. Poulson a divorcé de Mme Brandt et cela devrait suffire, dit Noah d'une voix glaciale. Ne sous-estimez pas M. Poulson. C'est un homme très intelligent et un excellent mentor, comme en témoignent les résultats des enfants de votre classe qu'il enseigne. Rachel était quelque peu épuisée par toutes ces informations à assimiler. Il enseigne à ses enfants ? Je les ai vus monter dans sa voiture et ils semblaient s'amuser plutôt que se rendre à leurs devoirs. Oui, il les aide en mathématiques et en physique et comme vous pouvez le constater, il obtient des résultats. Ils partent également en excursion. Il nous faut maintenant un accompagnateur. Il serait dans l'intérêt de tous que vous soyez cette personne. Rachel n'appréciait pas du tout cette idée, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix si elle voulait encore faire carrière dans cette école. Elle tenta faiblement de s'en sortir. Baissant les yeux vers ses chaussures et rougissant légèrement, elle admit « Premièrement, je ne connais pratiquement rien au camping. Deuxièmement, il ne veut probablement pas de moi. Je suis presque certaine que cet homme me déteste déjà. » Les joues de Rachel s'empourprèrent davantage tandis qu'elle murmurait presque « J'ai à peine été polie avec lui et il a dû insister pour avoir des informations sur Miranda, et vous venez de me dire qu'il est son modèle. Vous connaissez mes préférences sentimentales. Si c'était une femme, la chasse aurait été ouverte depuis longtemps. Je vous suggère d'aller chez lui. Je sais qu'il prépare une excursion et vous, en tant que représentante de l'école, voudrez y participer. Voici l'adresse. » Stupéfaite, Rachel regarda l'adresse et fut surprise de constater qu'elle habitait à proximité. L'adresse se trouvait au bout d'un chemin de terre où commençait un sentier pour vélo tout-terrain. Elle n'avait jamais su qu'il y avait une maison là-bas. Une demi-heure plus tard, elle sonnait à la porte, très nerveuse. Steve ouvrit la porte et Rachel balbutia « J'ai été nommée représentante de l'école pour le voyage de camping. » Steve sourit et dit « Mademoiselle Dawn peut être très persistante quand elle veut quelque chose, n'est-ce pas ? Et maintenant vous êtes coincée avec moi. Peut-être pouvons-nous faire une trêve. » Rachel le regarda en pensant « Si vous saviez. » Steve poursuivit simplement « Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Recommençons. Bonjour, je suis Steve Poulson, le tuteur de Miranda. Appelez-moi Steve. Et vous ? » Steve observa la belle rousse à la peau claire rougir si fort que ses taches de rousseur disparurent presque tandis qu'elle bégayait « Je suis Rachel Garland, la tutrice de Miranda. Je dois avouer que vous avez raison concernant Madame Dawn et que je n'ai jamais dormi sous une tente. Si vous préférez que je ne vienne pas, je comprends. C'était sa dernière tentative d'échapper à tout cela. Peu importe. Je dirigerai le camp. Vous n'aurez qu'à me suivre, simplement me suivre. Au fait, avez-vous le vertige ? Vous devrez peut-être grimper, mais je ne vous y obligerai pas si cela vous dérange. » Ils traversèrent la maison. Rachel remarqua plusieurs photos d'un homme suspendu par les doigts à une paroi. Elle les observa et demanda « Que fait cet homme ? Il semble tourmenté. » Steve éclata d'un rire chaleureux et sincère. Il répondit « En effet,
Je suis un peu fou. C'est mon sport. Je fais de l'escalade à mains nues avec des chaussons spéciaux. C'est l'une des activités que nous ferons pendant le voyage, entre autres. Rachel comprit alors l'origine de ses mains calleuses. Elle regarda à nouveau et vit les muscles de Steve saillir sous l'effort, et l'image de lui étendu sur elle dans le lit traversa furtivement son esprit. Ils arrivèrent à l'atelier et Steve lui murmura à l'oreille « Je vais vous faire une petite surprise pour briser la glace. Je m'en excuse d'avance. Les enfants, nous avons une inspection, alors tenez-vous bien. » Les 6 enfants se retournèrent, saluèrent joyeusement Rachel et continuèrent. « De l'escalade, ici ?» s'exclama Rachel, déconcertée. Steve avait construit un petit mur d'escalade au fond de l'atelier. Sa hauteur était d'environ 6 mètres, bien que les poulies par lesquelles passaient les cordes empêchaient de grimper au-delà de 5 mètres. Des prises de différentes couleurs parsemaient le mur, leurs formes variant. Rachel s'assit sur un petit tabouret et regarda les enfants s'amuser. Elle commençait tout juste à avoir faim lorsque Steve cria « D'accord tout le monde, on enlève le matériel d'escalade. Je vous lave les mains, le dîner est prêt. » Il se tourna vers Rachel et dit en souriant « Je pense qu'il est temps pour vous aussi de dîner. Aimeriez-vous manger avec nous ?» L'un des enfants s'écria « Steve, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Une quiche. Une aux oignons et légumes avec du lard. Ah, et une autre au poulet, avec des pousses de soja, du gingembre frais et du poivron. Oh, miam, miam, miam. Mademoiselle Garland, vous devez absolument manger ici. C'est extraordinaire. » Rachel céda. Au plus profond de son être, elle était tourmentée par le sentiment d'être perdue et impuissante face à cette situation. Elle fut impressionnée par le repas que Steve avait préparé, complet, sain et savoureux. Steve posa des questions aux enfants. « Nous avons des tentes pouvant accueillir 3 personnes avec quelques bagages. Combien de tentes nous faut-il ? 3, fut la réponse immédiate de l'une des filles. Pourquoi ? Demanda Steve. Une pour les 3 filles, une pour les garçons, et une pour vous et mademoiselle Garland. La jeune fille se figea légèrement, rougit et dit « Pardon, 4, vous et mademoiselle Garland ne dormez pas dans la même tente. » Bien, quand on travaille avec des gens, il faut toujours tenir compte des normes sociales. 4 plus 1 novembre. Rachel intervint. « Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'une tente ?» L'un des garçons ricana et Steve l'arrêta immédiatement. « Je me suis moqué quand tu as mis ton baudrier d'escalade à l'envers. Je me suis excusé auprès de mademoiselle Garland, jeune homme. » Après le dîner, Steve dit au revoir à Rachel, s'excusant de devoir ramener les enfants chez eux. Rachel rentra chez elle troublée. Cet homme avait indéniablement une bonne influence sur les enfants. Il parlait de discipline pendant la randonnée et particulièrement pendant l'escalade. Il avait clairement établi qu'il était le leader et responsable de tous, y compris Rachel. Elle n'aimait toujours pas Steve, mais elle se sentait de plus en plus attirée physiquement par lui. Lorsqu'elle l'avait vu montrer aux enfants comment grimper la voie, il portait un débardeur et un short d'escalade. Elle avait remarqué ses muscles, son endurance. Elle décida d'emporter des vêtements d'escalade séduisants. Finalement, le minibus des enfants fut chargé avec l'équipement de camping et les bagages. Rachel devait les suivre dans sa voiture, se réjouissant silencieusement de ne pas dépendre de Steve pour le transport et de pouvoir rentrer chez elle à tout moment si elle le souhaitait. 3 heures plus tard, ils arrivèrent à l'endroit que Steve avait choisi pour le camp. C'était à l'entrée d'un petit ravin, dans un méandre du ruisseau. La zone était relativement plate, située à environ 2,5 mètres au-dessus d'une petite parcelle d'herbe qui surplombait le niveau de l'eau et se terminait par une plage de galets. Le ruisseau formait une petite mare cristalline, régulièrement alimentée par le débordement du cours d'eau. Steve demanda aux jeunes d'installer le camp sur un terrain plus élevé. Il expliqua minutieusement à tous qu'on attendait des orages en amont et que le ruisseau pourrait rapidement se transformer en torrent impétueux. Cela provoqua un conflit majeur entre Rachel et Steve. Rachel n'appréciait guère de recevoir des directives de personnes qu'elle considérait comme subalternes, quelle que soit leur intelligence. Elle déclara devant les enfants qu'elle n'était pas son élève et qu'elle agirait selon son bon vouloir. Steve, maîtrisant à peine son indignation, compta jusqu'à 100 et retour avant de sortir son appareil photo. Il le confia à Callum, un jeune passionné d'électronique de 18 ans plutôt timide. Steve annonça à voix haute « Callum, pointe l'appareil sur mademoiselle Rachel et moi, et commence l'enregistrement. »
Steve s'approcha de Rachel et, d'une voix formelle et autoritaire, sous le regard des 6 étudiants, déclara « Lors de la préparation de cette excursion, il a été établi que je suis responsable du camp et de la sécurité des participants. Par conséquent, je décide des dispositions nécessaires pour garantir cette sécurité. Vous pouvez dresser votre tente dans cette prairie uniquement si vous me déchargez de toute responsabilité concernant votre sécurité personnelle. Dans le cas contraire, nous plions bagages, rentrons, et j'aurai une conversation cordiale avec le directeur. Quelle est votre décision ? » Fin de la première partie. Si vous appréciez cette histoire, soutenez-nous avec le bouton « J'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche sous cette vidéo pour ne pas manquer la deuxième partie. Merci.